L'incomputeramentum, c'est un terme que j'ai forgé et je vais vous expliquer, ce sera l'objet de cette conférence, ce que j'entends par là et à quoi ça peut servir. Alors, je commence par de la féodalité au XXIe siècle. La question que je me pose, et je ne suis pas le premier à me la poser, c'est dans quel monde vivons-nous et qu'est-ce qui est en train de se passer, essentiellement sur le plan juridique, puisque nous sommes dans le cadre d'une faculté de droit. Que sont les cadres? Que sont les institutions? Et est-ce qu'on n'est pas en train de substituer des règles nées de la puissance économique à des règles nées de la pensée juridique? Et après tout, pourquoi pas? Mais la deuxième question qui vient, c'est est-ce que c'est possible et quel monde est-ce que ça peut créer? Alors pour partir là-dedans, je vais vous indiquer sommairement, vous aurez une bibliographie à la fin, qui a commencé à réfléchir un petit peu à cette question. Le premier, qui est toujours vivant, c'est un monsieur qui a 95 ans aujourd'hui, Jürgen Habermas. Dans son livre sur l'espace public, qui a été traduit en 1978 et édité en 1965 en Allemagne, il écrit, et c'est, semble-t-il, la première fois que l'État considère les citoyens comme des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rupture conceptuelle dans le lien entre l'État et les citoyens, disons pour faire bref. Le second, qui a écrit un article pour des mélanges d'un confrère en 1997, Pierre Legendre, était professeur à Voilà, j'interviens une génération après, donc je réfléchis un petit peu autrement, mais je fais beaucoup d'emprunts à la pensée de Pierre Legendre. Je vous expliquerai en quoi, comment et comment ça peut vous aider. Alain Supiot, c'est un contemporain, il est professeur au Collège de France, c'est un spécialiste de droit du travail. Et il a écrit un livre absolument magistral, vous aurez les références à la fin sur la dernière diapo, sur la gouvernance par les nombres. C'est-à-dire, c'est une analyse exactement comparable à celle que je vais vous mener, mais moi je vais vous la mener en termes de comparatisme historique en droit. Lui, c'est une analyse à partir du monde du travail. Dans quel monde du travail vivons-nous et en quoi justement le remplacement, euh, entrez, le remplacement de concepts juridiques et institutionnels bien connus par des chiffres et par une démarche économique ou para-économique change-t-il la donne fondamentale de la société? Je vous conseille très vivement Alain Supiot, c'est un esprit remarquable. Cédric Durand vient de faire paraître l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, un livre qui s'appelle Le techno-féodalisme. Le techno-féodalisme, c'est une analyse absolument comparable à celle que je vais vous mener aussi, simplement il l'attaque par l'angle de l'économie. C'est-à-dire qu'il c'est un économiste, c'est un professeur d'économie, il va partir de la réalité des rapports économiques pour montrer en quoi, notamment par le jeu des filiales d'entreprises ou des choses comme ça, nous sommes entrés dans une nouvelle ère féodale, puisque on est dans des sortes de pyramides, des sortes de rapports vassaliques, etc., etc. Autant de termes qu'il faut définir. Et donc le dernier, c'est moi, j'ai écrit 2, 3 articles déjà autour de ces notions-là. Donc, j'ai commencé par aller voir sur la toile comment on pouvait trouver des renseignements là-dessus. Voilà. Donc, on a réfléchi, Ahmed et moi, à la façon de définir une affiche pour aujourd'hui, pour la conférence. Alors, il a posé, c'était très compliqué, je ne vais pas retracer sa démarche, elle est très complexe. Comment peut-on représenter le risque de la globalisation numérique, hein? Je schématise, c'était ça. On lui a proposé ça, cette espèce d'éclaté du monde, alors qui est très drôle, parce que vous avez 2 fois le continent américain et il n'y a rien d'autre dans le monde. C'est déjà un signe.
Le reste explose. Paf, c'est parti. Première chose donc qui nous retient, et c'est pour ça que cette affiche me plaît beaucoup, c'est qu'on est dans un monde, le monde de l'intelligence artificielle, qui obéit à une philosophie, qui obéit à une certaine tournure d'esprit. Évidemment, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Deuxième chose, je suis allé, moi, sur Google, tout simplement, alors que je ne me sers jamais de Google comme moteur de recherche, mais là, comme c'est le plus performant, il faut bien le dire, je suis allé dessus et j'ai dit définition de l'incomputeramentum. Et on me sort, l'incomputeramentum est un terme qui peut désigner l'absence de responsabilité ou d'imputabilité d'un individu en raison de son incapacité à comprendre la nature de ses actes, souvent en lien avec des troubles mentaux ou des circonstances atténuantes. Ce concept est utilisé dans le domaine du droit pour évaluer la culpabilité d'une personne dans des affaires criminelles. Si tu souhaites des informations plus spécifiques ou détaillées, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est sympa comme tout, mais ça n'a aucun sens. Le mot n'existe pas. Le mot n'existe pas, c'est moi qui l'ai créé. Et là, vous avez une deuxième limite de l'intelligence artificielle, c'est que, bien sûr, ce sont des outils en cours d'élaboration. Donc, il y a de multiples bugs, comme on dit en informatique, bien sûr, mais surtout, il faut se méfier d'une chose qui est fondamentale, c'est que non seulement c'est né dans l'esprit d'un certain nombre de gens qu'on va identifier au fur et à mesure, mais surtout, ça fonctionne comment? Ça fonctionne de façon très simple, l'intelligence artificielle. C'est un algorithme qui mélange des milliards de données. Et donc, l'algorithme, pour vous donner une réponse, va mettre en regard un plus et un moins, un pour et un contre. Et il va vous donner une réponse qui sera toujours une sorte de cote mal taillée. Ça, il faut le savoir. Vous n'aurez jamais de réponse objective ni scientifique. Vous aurez le résultat d'un maniement par un algorithme de masse énorme de données. Et puis, vous avez des sottises. La plus belle, alors c'est pas celle-là, la plus belle, c'est récent, ça a 2 mois, je crois, c'est l'intelligence artificielle destinée à l'éducation que la France est en train de mettre au point, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que la Silicon Valley, il n'y a pas que DeepSeek dont on parle depuis 48 heures qui fait chuter la bourse, mais il y a aussi une recherche en intelligence artificielle en France qui n'est pas nulle du tout. Simplement, bah, ça se met au point. Et la dernière sottise qui est sortie, c'est qui est le roi, non, qui est Hérode. Et l'intelligence artificielle française a répondu, c'est l'inventeur de la bombe atomique. On s'est dit, bon, on arrête tout. On dit que c'est encore en essai et on reviendra quand on aura une réponse plus fiable. Donc, ça n'est pas magique. Ça n'est pas extraordinaire, c'est simplement le résultat d'une réalité mathématique et chiffrée. Et donc, je suis allé sur DeepSeek R1 aujourd'hui, ce matin, là, pour voir, puisqu'on me disait là-dessus. Et j'ai cherché, et d'abord, alors c'est un peu flou, malheureusement, mon cliché n'est pas bon. Quand je suis arrivé dessus, on me demande d'abord mon numéro de téléphone, on me demande mon nom, et on me demande d'être d'accord avec les conditions d'utilisation que l'on ne me fournit pas. Et on me met tout ça dans la langue de la Silicon Valley. Vous avez là un certain nombre de marqueurs, d'indicateurs qui permettent d'identifier le produit auquel on s'attelle. Donc, pour terminer cette introduction, quelques mots. Féodalité, féodalisme, âge féodal. Ce ne sont pas des termes équivalents. La féodalité, c'est un rapport juridique entre des hommes, soit dans le monde militaire, soit dans le monde de la production économique. Plutôt dans le monde militaire, pour ce qui est le plus révélateur. Le féodalisme, c'est un concept économico-politique né du marxisme qui désigne un des âges d'évolution de l'humanité. On est passé de l'esclavagisme au féodalisme, au capitalisme. C'est ce qui est utilisé par certains analystes économiques. L'âge féodal, c'est une appellation de certains historiens pour désigner les 11e et 12e siècles. Sauf que si vous prenez la Scandinavie, la féodalité n'intervient qu'au 14e siècle et c'est une création royale. Bon, donc, le mieux, c'est de parler de féodalité. Je m'en tiendrai à ça. Alors, avant de partir, l'incastellamentum, qu'est-ce que c'est? On traduit ça par enchâtellement.
Si on le traduit en français, ce qui n'est pas très beau, ça veut dire que l'autorité politique est tombée dans les châteaux. L'État est mort, il a explosé, l'État, c'est-à-dire d'abord l'Empire romain, ensuite l'Empire carolingien. On pense que 1020, c'est l'étiage, c'est le moment où c'est arrivé le plus bas. Il n'y a plus d'autorité politique et c'est au plus petit niveau que l'on définit le pouvoir politique. J'ai donc pris ce modèle pour créer le terme d'incomputeramentum. Computer, en américain, c'est l'ordinateur, et l'incomputeramentum, si je le traduis, eh ben, c'est la descente dans le monde numérique, dans le fonctionnement numérique de l'autorité politique. Voilà, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, deux mots encore avant de clore cette introduction. Je vais vous parler d'une distinction entre dominus et auctor. On va faire un peu de latin. Auctor, en latin, c'est l'institution, la fonction qui est dotée d'une puissance d'augmenter la force de sa décision. Augere, le verbe augere, augmenter. Donc, je prends le terme d'auctor comme le terme de l'institution de pouvoir légitime fondée sur le droit. Le dominus, c'est une réalité sociologique, c'est le maître. C'est-à-dire, c'est celui qui exerce un pouvoir. Ça peut être dans le même secteur que celui qui, 10 siècles plus tôt, exerçait un pouvoir d'auctor, mais qui est devenu un dominus, tout simplement parce qu'il ne se fonde plus sur le droit. D'accord? Donc ça, c'est très important. En somme, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de l'Incastellamentum, on a une décomposition de la Respublica. Les empires sont morts. Et donc, c'est parce que les empires sont morts, parce que cette Respublica est morte, qu'il y a une atomisation du pouvoir. Au moment de l'Incomputeramentum, on détruit la Respublica. Et je dis bien, on détruit la Respublica. Et vous verrez pourquoi on détruit la Respublica. D'où, et dernier mot que j'emprunte à Pierre Legendre, c'est une notion de Pierre Legendre, la notion de tiers garant. Qu'est-ce que c'est pour Pierre Legendre? Le tiers garant, c'est celui qui est doté de la pouvoir d'instituer, c'est-à-dire de créer un pouvoir légitime dans lequel on se retrouve. Si ça vous intéresse, je vous conseille vivement la dernière conférence prononcée par Pierre Legendre à l'École des Chartes il y a 2 ans, ou 3, dans laquelle il a fait un commentaire du tableau de Piero della Francesca, qu'on appelle la flagellation du Christ, et qui s'appelle en réalité Convenerunt in unum. Ils se réunirent en un, ils convergèrent en un, et il vous explique ce tableau par, à gauche, il faudrait que je vous le montre, la scène de la flagellation, c'est tout ce dont on est porteur. À droite, une scène d'urbanité civique, c'est tout ce qui apparaît dans notre monde, et les deux parties que nous portons se concilient par le pilier qui sépare le tableau. C'est magistral. L'analyse de Pierre Legendre est absolument magistrale. Donc, je vais vous parler, moi, très simplement, je vais vous faire un plan juridique très simple. En quoi est-ce qu'il y a une dépendance aujourd'hui dans le 21e siècle? On va partir d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence, cette absence de tiers garant dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle? Voilà, alors à chaque fois, je vous mettrai en rouge là où nous en sommes. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Et il n'y aura pas d'autres images, malheureusement. Ce sera uniquement ça. Tout d'abord, la présence de la dépendance. Présence de la dépendance, pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, au moment de l'Incastellamentum, à cause de la décomposition de l'État, on passe de l'auctor au dominus. Et on passe, à partir du dominus, vers une sorte de copie en réduction de ce pouvoir du dominus. Alors j'hésite à dire seigneur parce que
vous êtes tous juristes, vous avez tous fait du droit de l'époque féodale, et donc vous savez qu'on est à la fois seigneur et vassal, et qu'il y a plusieurs seigneurs et qu'il y a plusieurs vassaux. J'en reste à l'institution pure, c'est-à-dire le rapport duel entre un vassal et un seigneur. Ce seigneur va avoir des vassaux qui vont récupérer une part de pouvoir seigneurial vis-à-vis de leurs propres vassaux. D'accord? Mais c'est du pouvoir de fait. C'est-à-dire que le pouvoir des seigneurs, c'est un pouvoir qui ne repose pas sur le droit. Le droit féodal, il apparaît au XIIe siècle. Avant le XIIe siècle, on n'en sait rien. On imagine, puisqu'on a des règles au XIIe, on se dit ça devait être comme ça avant. Mais on n'a pas d'écrit pour le dire de façon certaine et complète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a, au XXIe siècle, on a un pouvoir d'auctor et qui s'est transformé en pouvoir de dominus de la même façon. Simplement, le dominus aujourd'hui, ça n'est pas un seigneur qui manie les armes, c'est tout simplement un chef d'entreprise, un chef de multinationale. C'est ça le dominus à l'heure actuelle. Sur quoi repose le pouvoir de M. Musk ou de M. Zuckerberg ou de Bill Gates, qui ne sont pas d'accord entre eux? Hein, les deux premiers, oui, mais le troisième, non. Sur quoi ça repose? Est-ce qu'on leur a donné la puissance? Est-ce qu'on a donné à M. Musk la capacité de définir ce qui est bon pour l'Allemagne? Personne ne lui a donné cette faculté-là. En qualité de quoi agit-il? En qualité de dominus. C'est tout. Il a les moyens de parler. Et puisqu'il a les moyens de parler et qu'il a les instruments technologiques pour qu'on l'écoute, il le fait. Donc, cette présence de la dépendance, elle est absolument identique dans sa démarche, je dirais, entre le XIe et le XXIe siècle. Alors, pour la comprendre, je vous propose de voir deux choses. D'abord, comment entre-t-on en dépendance? Et ensuite, quelle est la nature de cette dépendance? Comment entre-t-on en dépendance? Alors, aujourd'hui, cette fois, je vais partir d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on entre en dépendance? Comment est-ce que vous entrez en dépendance? Vous entrez en dépendance dès lors que vous êtes utilisateur d'un logiciel d'exploitation sur lequel vous n'avez aucune puissance d'intervention et pour lequel vous acceptez les conditions d'utilisation que vous ignorez. Vous vous remettez pieds et poings liés. Et souvenez-vous, la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure, prise donc sur DeepSeek, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de donner mon téléphone, mon nom, de dire que je suis d'accord. Et c'est là où j'entre en dépendance. Je le dis, moi, oui, je coche la case. Et si vous ne voulez pas cocher la case, eh ben, vous allez vous acheter un café. C'est tout. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes condamné à entrer en dépendance. C'est ce qu'on appelait au XIe siècle ou au XIIe siècle l'oblation en servitude. C'est tout. Vous vous constituez vous-même en offrande à la puissance dont vous avez besoin par ailleurs. Donc, si au XIe siècle, cette entrée en servitude ou en dépendance se fait par des rituels, aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai, mais dans tous les cas, il va y avoir une transfiguration de la personne en question. C'est ce que je vous propose de voir, les rituels. Comment entre-t-on en dépendance? Vous connaissez la cérémonie de l'hommage. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous la réexpliquer. Qu'est-ce qui est important dans cette cérémonie de l'hommage? C'est deux choses. C'est d'une part que celui qui s'engage, disons le vassal, hein, le vassal qui s'engage est politiquement moins puissant que le seigneur vis-à-vis duquel il s'engage. Sinon, il ne s'engagerait pas. Comme vous êtes, vous, moins puissant que M. Zuckerberg quand vous vous engagez sur Facebook. Donc là, vous avez une dépendance marquée par un rituel. La différence entre le XIe siècle et le XXIe siècle, c'est qu'au XIe siècle, vous avez une puissance instituante qui est la symbolique, la mystique
de la cérémonie. Alors vous pouvez dire, c'est de la frime, c'est du bluff, évidemment. Il est bien obligé, le vassal, de se mettre à genoux devant le Seigneur. S'il ne veut pas le faire, eh ben, il ne peut pas devenir l'obligé du Seigneur. Oui, d'accord. Mais on va, à partir du moment où le rituel a eu lieu, considérer que les deux hommes sont juridiquement égaux. Souvenez-vous, c'est là toute la force de cette cérémonie. Une fois que le seigneur, que le vassal a reconnu la puissance de son seigneur, qu'il a placé ses mains jointes dans les mains de son seigneur, le seigneur le relève et il lui donne le baiser de paix. Et ce sont deux hommes à même niveau juridique qui se reconnaissent alliés. Est-ce que vous donnez le baiser de paix à M. Zuckerberg? Point. Donc, vous n'avez pas, et là est la grande différence, vous n'avez pas aujourd'hui de rituel instituant. Vous avez, en revanche, la notion de domaine éminent. Aujourd'hui, comme au XIe siècle. Le domaine éminent, souvenez-vous, c'est celui sur lequel le Seigneur a un pouvoir qui n'est pas direct puisque le pouvoir est exercé par son vassal, mais ou par ses paysans s'il s'agit de travailler la terre, mais en raison de ce pouvoir éminent, le Seigneur a le droit de percevoir des redevances ou de demander un service armé à son vassal. Donc, c'est parce qu'il a ce pouvoir éminent qu'il peut intervenir sur un bien grevé d'obligations, on reviendra là-dessus, qui lui doit quelque chose. Aujourd'hui, le domaine éminent, eh ben, c'est le domaine des fabricants de logiciels. C'est tout. Qui ont le pouvoir de faire quoi? D'abord, de vous orienter. Vous savez peut-être, faites l'expérience, c'est très drôle, que si vous allez sur un moteur de recherche, on avait fait l'expérience avec l'équipe rochelaise autour des concepts de Thémis et de Diké. J'avais dit à mes doctorants, on va mettre chacun Thémis et Diké sur un moteur de recherche différent. Alors, c'était Google, c'était Quant, c'était, je ne sais plus, il y en avait plusieurs, Ecosia. On était dans plusieurs endroits. Et moi, à ce moment-là, je devais aller faire une mission en Égypte. Et donc, j'avais fait la même chose quand j'étais en France et quand j'étais en Égypte. Vous n'avez pas les mêmes réponses. Vous n'avez pas les mêmes réponses. Et c'est ça la première chose qu'il faut se dire, c'est que on vous repère. Et le matin, je regarde un fil d'actualité sur mon ordinateur pour savoir ce qui se passe dans le monde. Si je n'utilise pas ce fil d'actualité pendant une dizaine ou une quinzaine de jours, la première fois où je le sollicite, il va m'envoyer le truc standard, c'est-à-dire le foot, les malheurs de Madame Macron, les malheurs de Mbappé, etc. Et puis les frasques de Trump, et puis un peu de météo par-ci, et puis un peu de crise économique par-là. Bref, si je le sollicite en disant, bon, ben ça m'intéresse, ça m'intéresse, j'ai fait l'expérience en rentrant de vacances cet hiver, là, il y a 15 jours, eh bien, 3 jours après, je n'ai plus de sport, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, la politique internationale, j'avais pratiquement plus que ça. Parce qu'on sait que moi, ça m'intéresse, la politique internationale. Et donc, c'est moi qui entre en dépendance, volontairement. Et c'est là le piège de ce fonctionnement de tout ce monde numérique, c'est qu'on vous donne ce que vous souhaitez. On vous caresse dans le sens du poil, moyennant quoi on vous demande des petits gâteaux, c'est pas grand-chose, vous acceptez les cookies, et hop, les données, toute la puissance de l'intelligence artificielle repose sur la captation des données. Vous nourrissez la main qui vous nourrit et qui vous empoisonne. C'est vous qui le faites. Donc on est dans les deux cas dans un rituel qui n'est pas le même, bien sûr, au XIe et au XXIe siècle, mais qui, en fin de compte, aboutit exactement à la même chose. Alors, deuxième point, la transfiguration. En quoi est-ce que ce maniement du système informatique nous transfigure? Il nous transfigure pour une raison très simple. Je vais vous expliquer une seule notion. À l'écrit, ce sera développé. Dans les pays du sud de l'Europe, nous vivons dans un monde juridiquement organisé qui s'appelle une res publica, quelle qu'en soit la nature politique. Ça peut être une monarchie, ça peut être n'importe quoi. C'est une res publica, c'est-à-dire c'est une chose publique
qui existe en soi et dont celui qui la dirige n'est pas propriétaire. Il l'incarne, il la représente. Et nous vivons donc dans un monde, de théâtre. Nous avons des rôles officiels. Je me présente devant vous en cravate et en veste, et c'est bien naturel. Je suis dans un cadre académique, je suis professeur, c'est mon rôle. Quand je tombe à pelouse, ce que je ne fais plus parce que j'ai horreur de ça, je délègue, mais quand je le faisais, je n'étais pas en veste et en cravate, évidemment, parce que nous avons deux mondes. Alors les anglo-saxons disent, ah oui, c'est la distinction entre le public et le privé. Hannah Arendt a des pages magnifiques sur le sujet. Oui, mais il n'y a pas que ça. Comment est-ce que le monde anglo-saxon qualifie la chose dans laquelle s'exerce la vie des hommes et le pouvoir? Est-ce qu'il parle de res publica? Alors, pour trouver la réponse, je suis allé chercher le premier texte anglais écrit, constitutionnel. Il n'y en a pas, il n'y en a qu'un, évidemment. C'est l'Instrument of Government de Cromwell. Comment est-ce que Cromwell, puisque vous savez que la Constitution anglaise est non écrite, comment est-ce que Cromwell qualifie l'Angleterre? Qu'est-ce que c'est l'Angleterre? Il qualifie ça de Commonwealth. Et vous avez la différence. Commonwealth, c'est la communauté de richesse. Nous sommes dans des espaces publics et les Anglais ne font que reprendre une vieille tradition culturelle qui remonte aux Scandinaves, et ça va faire plaisir à certains d'entre vous ici. Les Scandinaves, dans monde dans lequel, le monde des Vikings, monde dans lequel la République, si je mets un mot, mais là il n'y en a pas, ils disent autre chose, est exercée au moyen d'une assemblée, le Thing, qui est une assemblée dans laquelle on définit tout, tous les contrats, les procès, les lois à faire, qui sont des lois votées par la majorité dans une assemblée, etc. Et on est dans cette culture, je dirais, des rapports horizontaux, c'est-à-dire que le monde est fait par les hommes, pour les hommes. Voilà. Et on est dans un monde de Commonwealth. Chez nous, on est dans un monde d'autorité institutionnalisée. Vous avez bien une transfiguration dans les deux cas, mais une transfiguration différente. Ce qui vous explique qu'un président des États-Unis peut recevoir, en tant que président des États-Unis, son invité dans son ranch en mettant les pieds sur la table avec les bottes, alors qu'un président français ne le fera pas, ou un président italien ne le fera pas, parce qu'on n'est pas dans le même monde, c'est tout. Or, le monde de l'incomputeramentum est né d'abord dans la Silicon Valley. Donc, dans le cerveau de gens qui ont un comportement, je dirais, beaucoup plus collectif et beaucoup plus horizontal, beaucoup plus d'une troupe humaine que d'une représentation institutionnalisée, verticale et théâtralisée. Mettez-le de côté dans la tête, ça peut servir pour la suite. Donc ça, c'est l'entrée en dépendance. Comment y entre-t-on? Vous voyez, c'est varié, ça dépend où on est. Deuxième point, quelle est la nature de la dépendance? Il faut que j'accélère. La nature de la dépendance, elle est double. D'un côté, vous avez une loi qui va émerger à partir du XIIe siècle. C'est-à-dire que le rituel formaliste se transforme en réalité juridique. Aujourd'hui, dans la réalité de l'incomputeramentum, vous n'avez plus une loi, vous avez une norme. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Et regardez la réponse de nos gouvernements aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un problème, on vous dit on va voter une loi. Ce n'est pas une loi qui vote. Quand ils vous disent qu'il est interdit de détrousser les vieilles dames, tout à fait belle lurette qu'on y a pensé. On a ce qu'il faut dans le code pénal. Ce n'est pas la peine d'en rajouter une couche. Pourquoi? Ça ne sert à rien. La loi, elle est de portée générale. Vous le savez, vous êtes juriste. Après, ce sont des cas d'application. Dans le monde anglo-saxon, on n'est pas dans le même monde. On a besoin effectivement d'une loi qui est différente. Alors vous me direz en droit romain, finalement, qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Avec le droit prétorien, c'était bien ça. Oui, sauf que le droit romain a été intellectualisé par la codification de Justinien et qu'il est devenu une norme transcendante alors qu'il ne l'était pas au départ. C'était de la coutume, le droit romain. C'était quelque chose d'extrêmement évolutif.
mis à part le bloc du droit civil, bien sûr, qui était en forme législative, mais vous aviez tout ce droit pérégrin qui était vivant et qui s'adaptait très vite. Donc, la grande différence, elle est là, la nature de la dépendance, elle se fait au nom d'une loi dans un cas, au nom d'une norme dans l'autre. Alors, pour comprendre ça, premier point, les obligations de ce que j'appelle homo economicus. Homo economicus, c'est nous, c'est celui qui évolue dans cet environnement qui est un environnement économique. Et cet homo economicus, il va servir son dominus, hein, je reprends des mots là que je vous ai resitués, c'est-à-dire il va servir l'environnement régi par l'ensemble des données, l'ensemble du monde économique, euh, il va le servir de façon, je dirais, à la fois consentante et à la fois non écrite. C'est-à-dire que vous n'avez pas, si au XIIe siècle, on réduit par exemple l'ost à 40 jours, bon, voilà, le vassal ne peut s'engager que pour 40 jours. Aujourd'hui, prenez le monde du travail. J'emprunte mes exemples à Alain Supiot. Prenez le monde du travail. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez un code du travail. Oui, ça commence à devenir de l'histoire du droit, le code du travail. Aujourd'hui, vous avez une réalité tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on vous donne des normes auxquelles il faut correspondre, qu'il faut suivre, et vous êtes constamment dans la surveillance. Au nom de l'efficacité, au nom de l'adaptabilité, au nom de la rentabilité, vous êtes constamment sous pression. C'est-à-dire qu'au lieu d'être protégé par une loi, vous êtes contraint par une norme. Le résultat, vous me direz, c'est concrètement à peu près la même chose, il faut obéir au patron. Bah oui, il y a quand même un minimum de choses qu'on est obligé de respecter, mais ce n'est pas du tout la même chose de le faire au nom d'une loi et de le faire au nom d'une norme. Or, aujourd'hui, et vous êtes juriste, et c'est important que vous fassiez la différence, ça n'est pas du tout la même chose. Et surtout, deuxième point, le recours contre les abus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cesser les abus de pouvoir, parce que c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait au XIe siècle? Que peut faire le paysan? Il peut déguerpir. Que peut faire le vassal? Il peut désavouer son seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Vous pouvez rompre le contrat de travail. Est-ce que le paysan déguerpit? Ben non. Où voulez-vous qu'il aille? Et pour faire quoi? Est-ce que le vassal désavoue son seigneur? Oui, mais enfin, il risque de se prendre une bonne tournée et il y réfléchit à deux fois. Est-ce que vous désavouez votre contrat de travail? Ben non, vous êtes trop content d'en avoir un. Et vous acceptez bien les normes qu'on vous impose. C'est-à-dire que vous êtes, dans les deux cas, dans une situation de dépendance. Ce qui change, c'est que dans le premier cas, au XIe siècle, vous avez une loi et une justification, et on va venir aux justifications. Aujourd'hui, vous n'en avez plus. C'est de l'autorité brutale qui s'exerce et on ne vous donne pas de sens. Or, aujourd'hui, nous sommes précisément en quête de sens, parce qu'il est là le problème. Et nous ne voyons pas comment trouver ce sens dans ce qui nous est proposé. Alors, deuxième point, beaucoup plus rapidement, mais vous avez l'habitude dans les facultés de droit, l'absence du tiers garant. L'absence du tiers garant. Le tiers garant, je vous le rappelle, c'est dans la terminologie de Pierre Legendre, celui qui institue, c'est-à-dire qui donne la force de créer l'institution légitime. On a donc quelque chose de symbolique, de mythologique qui tombe du ciel, du droit, de je ne sais où, mais en tout cas qui institue. Aujourd'hui, quel est l'objectif? C'est la catalaxie. Oh, un mot que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est très simple. L'orthographe, ça s'écrit comme ça se prononce. Catalaxie, à la fin. La catalaxie. La catalaxie, qu'est-ce que c'est? C'est un concept économique qui a été théorisé par Hayek, que vous ne connaissez pas sûrement si vous n'êtes pas économiste. Hayek, ça a été l'idole, entre autres, de Margaret Thatcher.
Ça vous donne un petit peu l'orientation du personnage. Et la catalaxie, c'est tout simplement l'équilibre du monde assuré par les transactions de marché harmonieuses. C'est-à-dire que l'harmonie du marché va pacifier le monde. C'est le mythe dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons plus de tiers garant, mais nous avons un credo, nous avons une foi, la libre circulation des personnes et des biens va créer un juste prix et la paix dans le monde. Est-ce vrai? À vous de répondre. Deux choses en découlent à mon avis. Premier point, allons-y, le Valhalla. Et deuxième chose, l'asymptote. Le Valhalla, c'est-à-dire dans quel état sommes-nous? Et le deuxième point, l'asymptote, c'est-à-dire comment peut-on sortir de là? Le Valhalla, qu'est-ce que c'est? C'est le paradis des anciens Scandinaves. Le paradis des Vikings. Et ça consiste en quoi, le paradis des Vikings? C'est la guerre éternelle. Nous sommes aujourd'hui dans le Valhalla. Pourquoi? La guerre est un phénomène éternel. Souvenez-vous de l'adage des Romains, si vis pacem parabellum, évidemment. Au XIe siècle, au temps de l'Incastellamentum, la guerre est un pis-aller. C'est un pis-aller. On ne veut pas faire la guerre pour le plaisir de faire la guerre. On fait la guerre parce qu'il n'y a personne pour empêcher de faire la guerre. Et c'est ça, les conciles de paix, je vous le rappelle, sont de la fin du Xe siècle, c'est-à-dire une cinquantaine d'années avant l'Incastellamentum. Et donc, ça n'est pas une fatalité. Les guerres privées, ce qu'on appelle les guerres privées, ne sont pas une fatalité ni un souhait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Aujourd'hui, nous sommes dans, alors peut-être un mot que tous ne connaissent pas, qui est un mot de philosophie grecque cette fois, l'agonistique. Agonistique, ça s'écrit comme ça se prononce, là encore, QE à la fin. Agonistique. L'agonistique, c'est-à-dire le conflit, la relation conflictuelle. Nous sommes dans l'agonistique. Vous ne pouvez pas avoir votre voisin sans avoir envie de lui arracher les yeux. Pas tout de suite, mais demain, parce qu'il aura fait du bruit, parce que Dieu sait quoi. Et on ne se supporte plus, l'agressivité partout. Vous le savez, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Donc, nous sommes dans un état de guerre au XIe siècle et au XXIe siècle. Alors, comment comprendre cet état? La société liquide et l'absence de status. Au XIe siècle, et on cherche un moyen d'arrêter le conflit. Ce conflit, c'est la religion que l'on va aller chercher. L'Église intervient dans la cérémonie d'hommage, vous le savez, postérieurement après les premières cérémonies qui ont été enregistrées. Et l'Église va faire jurer la paix. Elle va faire jurer la paix. Elle cautionne un acte d'engagement militaire, mais elle fait jurer la paix. On est à la recherche de cette paix. Et au XIIe siècle, ce qui va essayer d'arrêter, d'endiguer cette guerre, c'est le droit. Le droit féodal, justement, apparaît au XIIe siècle. Et puis, on a au XIIe siècle aussi qui apparaît le droit canonique, qui va, lui également, de son côté, essayer de moraliser l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a cherché au Moyen Âge des solutions juridiques, je dirais verticales. Hein, la verticalité, ce n'est pas forcément Dieu, il n'y a peut-être rien. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas théologien. Il peut y avoir, il peut ne pas y avoir. Mais il y a de toute façon un idéal. Ça peut être un idéal humain, une transcendance humaine, ça peut être une réalité religieuse, vous mettez ce que vous voulez, mais il y a ce mouvement ascendant. Aujourd'hui, euh, on n'est pas dans cet idéal-là. On est dans un idéal libertarien. Ça, c'est un mot que vous connaissez tous et vous l'avez découvert sans doute avec, pour beaucoup d'entre vous avec Elon Musk. L'idéal libertarien, c'est la destruction de l'État et la toute-puissance de l'individu. C'est-à-dire qu'il faut transférer à l'individu les pouvoirs de l'État. Les plus forts mangent les plus faibles, c'est normal et c'est très bien, et les plus faibles n'ont pas lieu d'exister. On n'est plus du tout dans une loi qui est une loi qui fait référence à un idéal. On est dans la légitimation philosophique d'une réalité agonistique. Je suis plus fort que toi, je te casse la figure et tu n'as rien à dire. Et si tu te plains, je t'en remets une dose. Donc, on est dans le Valhalla. On est dans le Valhalla. On y est exactement. C'est exactement ça. Alors, ça se manifeste d'une autre manière. Deuxième point,
sur le plan juridique, notre droit civil, c'est-à-dire romain, c'est-à-dire grec, est fondé sur les notions de thémis et de dikée. C'est très simple, pour ceux qui l'auraient oublié. La thémis, ce sont les principes juridiques, les principes essentiellement de justice, puisque tout depuis, en fait, ça remonte aux Égyptiens. Ce sont les Égyptiens de l'Antiquité qui ont créé ce concept-là. C'était le concept de Ma'at, le concept de la justice-vérité qui était sœur de Pharaon. C'est-à-dire que le pouvoir était allié à la justice. On a un pouvoir qui repose sur le droit et sur la philosophie. La dikée, c'est tout simplement la transposition dans la vie de tous les jours de ces principes juridiques. C'est-à-dire, c'est la loi qui s'applique. Ça, c'est la réalité culturelle dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle vous êtes formés dans les facultés de droit. C'est ce qui est en gestation de nouveau au XIe et XIIe siècle, puisque ça s'était un petit peu perverti depuis l'Antiquité. On est passé de cette réalité juridique, qui est une réalité philosophique et verticale, au contractualisme. C'est-à-dire qu'on contracte avec tout le monde. On contracte évidemment quand on veut louer une maison, quand on veut acheter sa mobilette, mais on contracte aussi avec son employeur. Et on est revenu au premier temps du droit social, c'est-à-dire la réalité de 1804, dans laquelle le contrat entre le patron et l'ouvrier est un contrat fondé sur la liberté de consentement et l'autonomie de la volonté. On s'était aperçu très vite qu'il n'y avait pas forcément égalité. Aujourd'hui, on s'en fiche. On sait qu'il n'y a pas égalité, mais on s'en moque. Parce que celui qui a la capacité d'imposer sa volonté à l'autre, c'est lui qui a raison puisqu'il est plus fort. Ça change tout. Mais ça change une deuxième chose, c'est-à-dire que les relations, singulièrement en matière de droit public, institutionnalisées, ne sont plus fondées sur une mystique de l'institution. Elles sont fondées sur une gouvernance de rapports humains. Et c'est ce mot que vous entendez tout le temps, la gouvernance. Est-ce que la gouvernance est un concept de droit? Mais non, ce n'est pas un concept de droit. C'est un concept politique, sociologique, créé dans un monde anglo-saxon, oui, mais qui ne correspond pas à la réalité dans laquelle nous sommes, nous, aujourd'hui. Et pourtant, la réalité du numérique, elle a été forgée dans ce monde-là, c'est-à-dire ce monde anglo-saxon d'origine. Et vous voyez le point auquel j'en arrive, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est très simple, c'est que vous appliquez tous les jours quelque chose qui vous rend esclave et pour quoi vous êtes consentant, quelque chose qui a été forgé dans une philosophie qui n'est pas la vôtre et qui est en train de vous transformer le cerveau, de fait. Alors, le dernier point, l'asymptote, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut en sortir et comment peut-on en sortir? Pour sortir de cette réalité extrêmement triviale, matérielle, il faut passer par un mythe. Toute société, et ça depuis Margaret Mead, hein, tous les ethnologues vous le diront, toute société repose sur un système de croyances. Vous ne pouvez pas avoir de société sans système de croyances. Vous êtes d'accord ou pas, c'est aliénant ou pas, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie de ça, sinon vous choisissiez l'idéal libertarien qui est lui-même un système de croyances, mais dans lequel il y a la destruction des cadres. Donc, est-ce que nous sommes condamnés à ça? Alors, deux possibilités, à mon avis, s'ouvrent aujourd'hui, au XXIe siècle, dans cet état d'incomputeramentum. Premier point, ce que j'appelle le far tomorrow et l'horizon hanséatique. Dans les cerveaux de la Silicon Valley, le perfectionnement du système informatique, c'est-à-dire le passage à la 6G notamment, et les performances de l'intelligence artificielle représentent une sorte de frontier au sens américain du terme.
C'est-à-dire une sorte de conquête sur des terrains dans lesquels il n'y a rien. Et on vous dit, et je l'ai lu, je vous citerai les références dans l'écrit, c'est exactement comme quand les conquérants sont arrivés en Amérique. Au XVIIe siècle ou dans le Nord-Ouest en 1787, avant 1787, ils entrent dans des territoires où il n'y a pas de normes. Ah ben mince alors, moi je croyais qu'il y avait des Indiens, mais ils les ont pas vus. Ils les ont pas vus. Et il est là le problème, c'est que la frontière, elle s'est construite, vous le savez bien, sur le massacre des Indiens, évidemment. Il y a une caricature dans le Canard enchaîné il y a 15 jours qui m'a fait beaucoup rigoler, suite à une déclaration de M. Trump qui disait il faut rejeter 11 millions d'immigrés illégaux à la frontière. Et donc, on voit arriver deux chefs indiens avec les chapeaux à plumes et qui se plantent devant lui et qui lui disent « Ah ben mince, alors vous allez nous quitter ?» Impression d'Ouest. Donc, cette notion de frontier, c'est-à-dire qu'on est dans une terre inconnue, une terre neuve, suppose l'élimination de tout ce qui ne pense pas comme vous. Et donc, si vous dites que l'intelligence artificielle, c'est peut-être quelque chose de dangereux ou Dieu sait quoi, on vous dira tes vieux jeux. Alors moi, on me le dit tout le temps, évidemment, parce qu'en plus, historien du droit, vous pensez, aujourd'hui, ça n'a pas le vent en poupe. Mais c'est ce qu'on vous dit. Sur quoi se base-t-on? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un repère entre un bien et un mal, on a un repère entre l'actuel, sous-entendu bien, ou le futur, sous-entendu bien, et le passé, sous-entendu mal. C'est pour ça que je vous parle de Far Tomorrow. La frontière de l'intelligence artificielle, c'est l'après-demain, c'est l'homme augmenté, c'est l'humanoïde, c'est le rêve d'un certain nombre de geeks. Vous ne connaissez peut-être pas le féminin de geek, j'adore, c'est geekette. Je dis geekette. L'idéal du geek, c'est l'après-demain. Aujourd'hui, c'est déjà passé. Alors, on est dans un autre monde. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'horizon ancéatique? Eh bien, parce qu'on a un modèle dans l'histoire d'une réalité, parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que un monde gouverné par les règles du commerce est nécessairement mauvais? Bien sûr que non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais simplement, il faut savoir où on met les pieds. Est-ce qu'on a eu ça dans le passé? Mais bien sûr que oui, tout a existé. Tout a existé. La Hanse, c'est justement ça. Comment était dirigée la Hanse? Je ne vais pas vous faire un cours sur la Hanse, mais renseignez-vous. C'est la ville de Lübeck qui dirigeait un circuit de commerce international dans une institution floue dont on n'a jamais su délimiter ni les contours, ni les pouvoirs, ni rien, mais enfin qui a fait la guerre au Danemark. Et quand vous avez des entreprises internationales aujourd'hui qui sont prêtes à faire la guerre, c'est tout simplement un replay, pour parler dans la langue de la Silicon Valley, de ce qu'on a déjà connu. Ça n'est pas neuf. Donc, on peut très bien faire ça. Est-ce que c'est un idéal? Pas sûr. Pas sûr parce que, ben, justement, le gouvernement de la Hanse, c'était quand même un gouvernement très discrétionnaire. C'était le conseil de ville de Lübeck qui dirigeait tout ça, qui acceptait qui il voulait, sans préciser les raisons, qui éjectait qui il voulait, sans préciser les raisons. Et c'est assez insaisissable. La sécurité internationale a besoin de droits. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Deuxième point, la déréalisation et la rêverie à la Savonarole. Pourquoi déréalisation? Le grand drame aujourd'hui, vous le savez, c'est la confusion entre le réel et le virtuel. Quand vous êtes avec le masque du métavers, ou simplement quand vous êtes shooté à mort par l'ordinateur, puisque maintenant on vous désintoxique du numérique dans les centres de désintoxication des alcooliques et des drogués. Vous avez une section numérisée à mort, et donc la désintoxication se fait de la même manière. Donc quand vous êtes là-dedans, vous planez. C'est absolument comme après avoir fumé 36 joints, hein, vous êtes dans le même état. Sauf que si votre chien vous mord les pieds, il y a fort à parier que vous comprendrez où se situe le réel. Hein. Churchill le disait, le réel, c'est quand on se tape dedans. Eh bien, c'est exactement ça. Or, ce qu'il faut, c'est non pas rejeter le numérique, mais c'est savoir ce qu'on fait.
Exactement. Ça, c'est la première chose. Et ne pas confondre le réel et le virtuel. Pourquoi est-ce que je vous parle de rêverie à la Savonarole? Savonarole, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, c'est un moine illuminé qui, à la fin du XVe siècle, a réalisé une théocratie de choc dans la ville de Florence, en faisant brûler un certain nombre d'œuvres d'art, condamnant les écrits licencieux, etc., etc. Un fou de Dieu, un des innombrables fous de Dieu que l'histoire a connus. Il a ébranlé Florence, il a perturbé beaucoup le mouvement de la Renaissance, mais la Renaissance a survécu. Est-ce que l'alternative à la matérialité dans laquelle nous sommes, c'est la religiosité à outrance? Bien sûr que non. C'est le même délire. C'est le même délire. Les extases mystiques de Sainte Thérèse d'Avila sont à prendre avec grande, grande précaution, même si le fond est sublime. Mais certaines analyses d'histoire de l'art sur les sculptures de Sainte Thérèse d'Avila vous explique qu'on est dans une situation de refoulement sexuel tout simplement et non pas d'extase mystique. Donc, l'issue, elle n'est pas là. Elle n'est ni dans la déréalisation, ni dans la rêverie à la Savonarole. Et alors, elle est où? Eh bien, elle est dans le droit. Elle est dans le droit. Elle est tout simplement dans un concept qui est très vieux, qui est le concept grec, l'eunomia, E-U-N-O-M-I-A. Eunomia, ça veut dire les bonnes lois. Et qu'est-ce que c'est l'eunomia? C'est un concept qui a été forgé par Solon et qui repose sur le juste équilibre des choses. C'est-à-dire qu'il faut des différences entre les membres d'une cité, mais pas trop importantes. Il faut des principes, il faut une liberté, c'est-à-dire qu'il faut d'abord redéfinir juridiquement ce qu'est un être humain, redéfinir juridiquement ce qu'est une société, ne pas confondre le domaine économique et le domaine politique et juridique, et ne pas confondre surtout une technologie avec une philosophie. Merci.